Si l'on regarde cette bougie, il est difficile de dire depuis quand elle brûle. En fait, on ne sait à quel moment elle a été allumée. On ne sait pas non plus quelle était sa taille au départ. Si elle se consumait régulièrement, si on l'a éteinte et rallumée. C'est donc pour cette raison que l'on ne peut pas dire en l'observant maintenant depuis combien de temps elle brûle. Nous pouvons comparer la Terre et le système solaire à une bougie. Nous ne connaissons pas l'âge de la Terre, ni quand elle a commencé à se consumer. Nous ne savons pas si le taux de consommation, c'est-à-dire le taux de vieillissement, a été constant. Et comme nous ne savons pas ces choses, personne n'en a été témoin pour nous le raconter, il est très difficile de trouver une méthode qui donnera véritablement et correctement l'âge de la Terre. C'est pour cela que nous voulons regarder avec vous les différentes méthodes qui ont été utilisées pour dater la Terre et le système solaire, ainsi que les objections que l'on peut y faire. Nous voulons aussi voir si ces objections peuvent être réfutées. Voici un paysage typiquement hollandais. Une petite ville pittoresque sur le bord du Rhin, et comme partout au monde, mais plus particulièrement en Hollande, pays à très forte densité de population, il faut construire de nouveaux logements. C'est alors que nous avons découvert quelque chose en creusant les fondations. Nous découvrons de vieux objets. Ceux-ci sont ramassés avec soin, et la première question qui se pose est la suivante. Quel âge ont ces objets? Avons-nous découvert un ancien camp romain ou encore un village médiéval? Quel âge ont ces morceaux de bois? C'est le laboratoire spécialisé pour la datation à l'université de Groningen qui s'occupera de cela. Ils utiliseront d'ailleurs la méthode de datation au carbone 14, aussi appelée méthode au radiocarbone. Prix Nobel et inventeur de ce procédé, le professeur Willard Libby, qui est évolutionniste, nous explique cette méthode. Les rayons cosmiques introduisent du radiocarbone dans la nourriture que nous mangeons. C'est ainsi que nous devenons radioactifs par le radiocarbone. Tant que nous vivons et mangeons, nous maintenons constant le taux de radioactivité en nous. Mais lorsque nous mourrons, nous ne mangerons plus et nos corps commencent à perdre le radiocarbone à raison de la moitié tous les 5730 ans. Donc, en mesurant la quantité de radiocarbone de votre corps mort, on peut dire depuis quand il est mort. C'est cela, la méthode de datation au radiocarbone. Cela est vrai non seulement pour les êtres humains, mais aussi pour tout ce qui est vivant. Regardez par exemple ces belles gazelles. Aussi longtemps qu'elles vivent, le carbone 14 et le carbone 12 entrent et sortent de leur corps. Le taux de carbone 14 et le carbone 12 à l'intérieur et à l'extérieur de leur corps est le même. Mais lorsque l'animal meurt, il s'arrête de manger. Et alors il se produit quelque chose. Pendant très longtemps et graduellement, le carbone 14 se décompose, se transforme en azote-nitrogène et quitte le corps. Après 5730 années, il ne reste que la moitié du carbone 14 d'origine. C'est pour cela que nous disons qu'une demi-vie de carbone 14 est égale à 5730 années. Voici comment cela se passe au niveau technique. Après avoir nettoyé soigneusement l'échantillon, on le met dans un four à quartz à haute intensité, qui peut atteindre de très hautes températures. Là, le bois est complètement brûlé, afin d'en isoler les gaz. Parmi ces gaz, bien sûr, il y a le carbone 14. Après la combustion, donc, les gaz sont filtrés par un système compliqué de tubes et de liquides
afin de séparer le dioxyde de carbone des autres gaz. Ce gaz, ainsi purifié, est ensuite mis à part et examiné par un compteur Geiger. C'est là que les particules radioactives carbone 14 sont comptées. Ensuite, un ordinateur calcule l'âge de l'échantillon. Au fait, notre échantillon en question s'est révélé provenir d'un ancien camp romain de 200 ans avant Jésus-Christ. Partout dans le monde, les archéologues ont utilisé le carbone 14 afin de déterminer l'âge approximatif de leur découverte. Le carbone 14 est une méthode très pratique pour les travaux archéologiques, surtout si les restes ne sont pas très anciens. L'expérience a montré que la méthode du carbone 14 est loin d'être parfaite. Il y a des variables très importantes qui ne sont pas encore compréhensibles. Malheureusement, cette méthode donne quelquefois des résultats inexacts. Des savants ont fait l'expérience sur un coquillage vivant, et les résultats ont indiqué que ce coquillage était mort depuis 3000 ans. La même méthode appliquée sur des carcasses de phoques desséchées depuis 30 ans ont indiqué un âge de 4600 ans. Même des carcasses de phoques qui venaient de mourir ont indiqué un âge de 1300 ans. Contrairement à une supposition communément acceptée sur la méthode de datation au carbone 14, les plantes n'absorbent pas toutes le carbone 14 de la même manière. Une étude récente a montré que certaines plantes possédaient un mécanisme interne jusqu'alors inconnu, qui rejette les atomes radioactifs de carbone, mais qui absorbe les atomes normaux de carbone. Ainsi, à leur mort, ces plantes et les animaux qui les mangent ont un taux anormalement bas de carbone 14. Lorsque ces restes sont datés, ils donnent donc la fausse impression d'être très anciens. Malheureusement, l'expérience prouve que cette méthode n'est pas totalement fiable, mais qu'elle ne semble fonctionner que pour les restes d'êtres vivants qui sont morts au cours des quelques derniers milliers d'années, comme cette ancienne statue de bois faite avec une branche d'arbre. Quelle méthode les évolutionnistes utilisent-ils pour essayer de dater les minéraux et pierres qu'ils supposent avoir des millions ou même des milliards d'années? Qu'en est-il de ces magnifiques montagnes suisses et de leur formation? Mis à part la méthode de datation au carbone 14, il existe bien sûr d'autres méthodes de datation par la radioactivité. On peut utiliser la méthode du carbone 14 qui se décompose en du nitrogène 14. On peut utiliser la méthode du potassium-argon où le potassium se décompose en argon. Et on peut aussi utiliser la méthode à l'uranium-plomb. Ce sont là les trois méthodes principales de datation radioactive. Afin de dater les objets avec la méthode du carbone 14, il vous faut avoir des objets qui ont été vivants dans le passé, comme du bois et des os. Les trois autres méthodes dont le professeur a parlé utilisent des matériaux inorganiques et inertes, comme des rochers et des pierres volcaniques. Le principe de datation reste le même, il se produit une sorte de décomposition. En mesurant la proportion de matériaux radioactifs restants et la quantité de matériaux décomposés, on peut essayer de dater un échantillon. Prenez par exemple ce morceau de rocher. Dans certaines pierres, on trouve de l'uranium. Comme vous le savez, l'uranium est radioactif, comme le carbone 14. Mais il se décompose beaucoup plus lentement. L'uranium de cette pierre se décompose en plomb et en autres éléments. Cela demanderait environ 4,5 milliards d'années pour que la quantité d'origine d'uranium se réduise de moitié. Pendant que ces procédés chimiques compliqués se produisent, de l'hélium se forme. L'hélium est aussi un élément intéressant, mais nous y reviendrons plus tard. Regardons maintenant un procédé qui n'est pas scientifique, l'expérience du réservoir d'eau. Bien que ce procédé ne soit pas particulièrement scientifique, il est quand même très intéressant car il met en évidence les trois procédés de base de toutes les méthodes de datation radioactive. L'eau s'écoule d'un réservoir à l'autre à une certaine vitesse. On penserait qu'en mesurant le niveau d'eau dans chacun des réservoirs,
et en comparant, on pourrait déterminer exactement depuis quand l'eau coule, tout particulièrement si on connaît la vitesse d'écoulement de l'eau. Cela semble logique, et à première vue, personne ne pourrait faire d'objection sur le résultat de votre expérience. Pourtant, lorsque vous faites cela, vous faites en même temps 3 suppositions. Peut-être avez-vous pensé qu'au début de l'expérience, le second réservoir était vide, mais il ne l'était pas comme vous pouvez le voir. En ce qui concerne la vitesse, vous aviez peut-être pensé que pendant toute la durée de l'expérience, la vitesse était constante. Mais ce n'était pas le cas comme vous allez le voir. En fait, vous avez agi ainsi parce que vous n'avez pas tenu compte de facteurs extérieurs. Mais que s'est-il passé en fait? Pendant que vous n'étiez pas là, une espèce de touche-à-tout s'est introduit dans le laboratoire et a fait 2 choses très importantes. Il a changé la vitesse d'écoulement et ajouté un seau d'eau entier. Et oui, comme vous n'étiez pas au courant de ces changements, tous vos précieux calculs sont faux. La vitesse présente d'écoulement est plus lente que vous ne le pensiez. Le second réservoir était déjà à moitié plein et ce touche-à-tout a non seulement changé la vitesse d'écoulement, mais a aussi ajouté un seau d'eau. Ces méthodes basées sur la radioactivité présentent 3 faiblesses principales. Tout d'abord, on ne sait jamais quelle quantité de substances radioactives existait au départ. Et, comme vous l'avez vu avec l'expérience des réservoirs d'eau, à moins de connaître la quantité au départ, vous ne pouvez pas en théorie calculer depuis quand le processus a commencé, et donc, pour un échantillon quelconque, calculer son âge. C'est la première difficulté rencontrée dans toutes ces méthodes. La deuxième difficulté est, comme vous l'avez aussi vu, lors des expériences des réservoirs d'eau, que les taux de décomposition, les taux de dégradation radioactive doivent demeurer constants. S'ils changent, alors bien sûr, vous ne pouvez pas du tout dater votre échantillon. Nous avons des preuves claires que le taux de dégradation radioactive peut varier. Maintenant, il n'y a aucune garantie que le taux de dégradation radioactive ait toujours été constant. De nombreux isotopes radioactifs ont montré des variations dans leur taux de dégradation. Le docteur Robert Gentry de la Commission pour l'énergie atomique des laboratoires d'Oak Ridge a prouvé récemment que le taux de dégradation radioactive avait aussi varié dans le passé. La dégradation radioactive qui a lieu dans les minéraux cristallisés fait apparaître de minuscules cercles concentriques de décoloration appelés halos de radiation. Des variations dans les diamètres de ces cercles indiquent clairement que les taux de dégradation ont changé dans le passé. Si nous n'avons pas un taux de dégradation absolument constant, nous ne pouvons pas faire confiance à la datation par la radioactivité. Alors, la troisième difficulté de la méthode est la suivante. La concentration des différentes parties du système radioactif doit demeurer constante pendant toute l'expérience. Si vous ajoutez du carbone 14 pendant l'expérience, l'échantillon apparaîtra beaucoup plus jeune que si vous en enlevez.